Philippe Roy. J'ai intitulé ce cours « Le renversement du monde ». On pourrait dire aussi le renversement du monde du héros, mais c'est sur l'idée de renversement surtout que je voudrais attirer votre attention en relation et à la pièce de Sophocle et au film de Pasolini. La sortie du film, c'est le 7 septembre 67, avec le titre provisoire Edipo, figlio della fortuna, Oedipe, fils de la fortune, et c'est un terme que vous trouvez dans Sophocle, qui utilise le mot tichi, la fortune, la bonne fortune, fils de la chance, on pourrait dire. Ne vous étonnez pas dans ma prononciation du grec, comme je parle grec moderne, je prononce toujours à la manière moderne, donc voilà, tu pourras après prononcer. Alors moi, écoute, j'ai pas fait beaucoup de grec, donc tu vois, j'ai pas beaucoup fait de langues anciennes. C'est pas... Donc déjà, je demande beaucoup de conseils à mes collègues de... Ouais. Mais alors, pourquoi j'insiste sur le fait de prononcer en grec moderne, le grec ancien? Parce que j'ai vu une tragédie grecque à Patras, en grec ancien, de prononcer avec le grec moderne, Antigone, j'ai vu Antigone de Sophocle, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Comment la langue grecque ancienne, prononcée avec les règles de la prononciation moderne, et c'est une langue qui est rythmée, qui chante beaucoup. Et je vous assure, on ne s'ennuie pas quand on voit une tragédie grecque selon les canons de la tragédie ancienne. C'est un réalisateur, un metteur en scène théâtral, Nano Valaoritis, qui l'avait mise en scène il y a quelques années à Patras. Et je vous assure que la tragédie grecque, c'est du chant, c'est des danses, on ne voit pas le temps passer dans le sens où on est pris dans un rythme qui est frénétique. Et Pasolini a essayé de vous donner le goût de ce rythme à travers la musique, à travers le son des cigales. Vous voyez, au tout début du film, on entend le son des cigales. Bref, il y a un rythme qui est vraiment saisissant dans tout le film, parce que c'est vrai, une tragédie grecque est tout d'abord un rythme, c'est de la musique, c'est du chant, c'est très physique, je voudrais dire. C'est comme si vous allez à un concert, ou même dans un concert, imaginez un concert moderne qui vous prend complètement. Alors, pour revenir à Pasolini, le titre donné par Pasolini au film, le titre original est Figlio della fortuna, fils de la chance, de la fortune, et il reçoit le prix français de la Confédération internationale pour la diffusion des arts et des lettres par le cinéma. Au réalisateur écrivain italien Pasolini pour sa contribution poétique et éthique d'écrivain et réalisateur à l'art du film. Alors c'est ce que cette société, cette confédération pour la diffusion des arts et des lettres, met bien l'accent sur le fait que Pasolini est aussi poète, mais pas seulement réalisateur, et qu'il est en train de diffuser une œuvre littéraire ancienne, c'est-à-dire la pièce de Sophocle. C'est pour cette particularité que le prix est attribué. Il est effectivement poète et réalisateur. Pasolini est aussi auteur de théâtre, comme vous le savez peut-être. Il veut écrire des tragédies en vers, des drames en vers. Mais on reviendra sur cet aspect-là qui est très lié au film. Pasolini, auteur de théâtre en vers, selon le modèle des tragédiens grecs. Et pourquoi? Et Pasolini, réalisateur, et Pasolini, poète. Parce que ce film que vous êtes en train d'analyser, il découle vraiment d'une vision poétique du monde. Pasolini le dit dans un entretien, j'ai une vision poétique du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, il explique qu'un chant de coquelicots, le bruit du vent dans les arbres, tout cela provoque une émotion très forte en moi et j'essaye de l'exprimer à travers les arts, à travers la poésie. C'est cette relation au monde que le film traduit très bien, très clairement. Sophocle, c'est un modèle pour Pasolini. Un modèle. Pourquoi un modèle?
parce qu'il est à la fois un poète, un grand poète, Sophocle, et aussi un homme politique. Il est même général, strategos. Il combat et il va faire une mission même pour la cité. Donc Sophocle défend la cité, défend la démocratie grecque et il est totalement engagé comme poète et comme homme politique. C'est très important parce que là nous touchons les deux aspects qui intéressent Pasolini, qui lui-même s'auto-définit poeta civile. Cela veut dire, j'ai traduit à peu près, c'est pas vraiment exactement ça, poète civique, poète civil. Civile en italien, c'est un poète qui s'occupe aussi de l'histoire de son pays, de la politique de son pays. C'est ça qu'il veut dire, sono poeta civile. Comme Sophocle. Donc il se sent un habitant de la cité, Pasolini, comme Sophocle. Il n'y a pas de séparation pour les deux auteurs, très important, entre poésie et politique. Sophocle traduit dans la poésie tragique l'une des variantes du mythe d'Édipe. Il y a des variantes, je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, je ne vais pas me répéter, mais il y a, dans une des variantes du mythe, Édipe reste dans sa ville et il règne jusqu'à sa mort sous son trône et sans chercher la vérité. Il est tranquille, il n'a pas du tout l'idée de l'Édipe de Sophocle de chercher la vérité ou d'interroger les oracles sur son histoire. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est normal, tous les mythes, il y a plusieurs versions du même mythe, même pour Médée, la même chose. Le mythe, la caractéristique du mythe, c'est que nous avons toujours plusieurs interprétations du même mythe et plusieurs versions de la même histoire. Ça ne doit pas étonner. Quelqu'un qui étudie les mythes trouve cela complètement normal. Quelqu'un qui n'étudie pas les mythes comme Sigmund Freud pense que l'histoire d'Édipe, c'est là, c'est l'histoire de Sophocle, alors que c'est complètement faux. Et Jean-Pierre Vernant, avec Vidal-Naquet, dans son livre Mythes et tragédies de la Grèce antique, l'ont très bien démontré. Alors, Sophocle, donc, dans Édipe, roi, Oedipus tyrannos, le tyran. Il est question essentiellement de la légitimité de la souveraineté. Je suis contente que vous avez travaillé dernièrement sur le pouvoir, donc vous êtes vraiment dans la thématique, et du bien commun. Le héros grec, le héros de la tragédie, en fait, ne peut pas ignorer le bien commun. Il peut réussir uniquement s'il tient compte de tous les habitants de la cité. S'il y a une épidémie, s'il y a une maladie, s'il y a un problème dans la cité, le héros doit s'en occuper. Et surtout s'il est roi. Or, Sophocle dit quand même que c'est un tyran, tyrannos. Alors, l'idée de tyrannie dans la grecque ancienne est très importante. C'est-à-dire c'est un tyran, c'est quelqu'un dont le pouvoir n'est pas vraiment légitime, qui ne vient pas comme dans la descendance royale. Mais on reviendra sur cette question très importante de la légitimité du pouvoir. Héros poétique, parce qu'il s'agit de Pasolini et de Sophocle, c'est un héros poétique et politique. Poétique, parce que finalement, il a une relation au monde, ce héros Édipe, qui est très touchante. Vous avez vu dans le film comment le personnage choisi par Pasolini, Franco Citti, arrive à traduire son rapport au monde, qui est un rapport difficile et touchant, émouvant. Donc il y a une vision poétique du héros, mais une vision politique, parce que nous sommes dans la polis, dans la cité. La question est, est-ce qu'Édipe a le droit de régner ou pas? Oedipus, Ivi, donc enflé, pousse, c'est les pieds. Le berger qui trouve Édipe sur la montagne, en fait, il voit que ses pieds sont enflés. Il y a une cordelette autour des pieds. Et cette idée des pieds enflés revient également dans le nom même de Édipe.
Je vois qu'il y a une lumière sur l'écran qui dérange un tout petit peu. Peut-être que je... Alors, les pieds, et quand je suis là, je marche, mes pieds touchent la terre. Et oui. Donc, pourquoi Oedipe, même dans son prénom, Oedipe, il est, les pieds enflés, il est lié fortement à la terre. C'est un héros qui est lié à la terre et on le verra bien chez Sophocle, dans Oedipe roi et dans Oedipe Apollon. Je vous demanderai un effort, c'est qu'il faut lire les deux tragédies pour comprendre et le film et Oedipe roi. Ils sont très liés, même si Sophocle écrit sa tragédie quand il a l'âge de 90 ans environ. Mais c'est un tout, on ne peut pas séparer les deux tragédies. Alors c'est un enfant trouvé. Nous avons le prologue que vous connaissez dans le film, c'est la campagne de lombarde. Le petit enfant, il est sur un pré. Il est en contact direct avec la terre. Là encore, dans le prologue, ce fils de la fortune est sur le pré. Il traverse les terres après la révélation de l'oracle de Delphes, qui ne lui dit pas que ses parents, Mérope et Polybe, ne sont pas ses parents, mais il lui dit ce qu'il devra accomplir, c'est-à-dire qu'il va tuer son père et faire l'amour avec sa mère. Alors c'est quelque chose qui plonge le héros dans le désespoir. Dans le film, vous avez vu la caméra commence à trembler et Oedipe a un regard brouillé. C'est comme quand vous avez les larmes dans les yeux. Vous avez quelque chose qui n'est pas clair. Et alors, et dans le prologue, et dans cette scène traumatisante de la révélation de l'oracle, Pasolini utilise la caméra comme s'il était dans la conscience du personnage. Elle est troublée, la vision est troublée. Et même dans le prologue, vous avez vu l'image des arbres. Quand l'enfant regarde la maman ou regarde l'herbe. Imaginez un enfant qui est au niveau très bas du pré, mais il voit l'herbe, il voit les pieds des adultes. Et bien vous avez ça dans le prologue. Pasolini, il se met dans la conscience de l'enfant et veut traduire cela dans le film. C'est un héros qui traverse la terre. Alors, encore saisi par le désespoir, il est dans un champ de blé. Cette image doit vous rappeler, vous ramener à Édipe à Colonne. Qu'est-ce qu'il fait Édipe à Colonne? Il garantit la prospérité de la terre dans laquelle il meurt. Et quand on examine la façon dont Édipe meurt, c'est une façon merveilleuse. Personne n'a vraiment l'idée de comment il meurt, Édipe. Il semble englouti par la terre. Là encore, Édipe à roi, Édipe à Colonne, il y a l'idée que Édipe, après toute la péripétie, en fait, de son histoire, finalement, c'est quelqu'un qui va être fructueux pour la terre qui va l'accueillir et pour la terre dans laquelle il va mourir. L'idée de l'utilité de la souffrance, cette souffrance acceptée par le héros. Et là, nous sommes dans les champs de blé, donc l'idée très ancienne, très archaïque, que le corps souffrant, le corps sacrificiel peut féconder la terre. Il féconde la terre, donc encore une image plus rapprochée, par son expérience de souffrance. Regardez l'image de la Édipe qui mord sa main. Vous l'avez vu, que se répète cette image dans le film. Hein. C'est comme un rythme, une image, une séquence, une image qui revient souvent dans les... C'est le geste de désespoir, c'est Édipe qui réfléchit sur son avenir révélé par l'oracle. Pasolini s'inspire bien des deux tragédies et il le dit très bien. C'est très clairement énoncé dans la fiche descriptive du film, hein, dans le sujet du film, dans le scénario. C'est bien indiqué les deux pièces de Sophocle. Oedipus Tyrannos, 430-420. Imaginez-vous qu'il y a eu quand même une peste à Athènes en 430. Donc il est possible, ce n'est pas sûr, que Sophocle se soit aussi inspiré de l'épidémie qui a eu lieu
à Athènes. Après, il y a Oedipus Epicolonon, l'Édipe Apollon, qui a été représenté, mais quand Sophocle était déjà mort, en 401. Or, c'est une pièce que Sophocle a écrite très tardivement, 90. Et dans celle-ci, Oedipe affirme son innocence, il féconde avec sa mort la terre qu'il a accueillie, il meurt comme englouti par la terre. La seule personne qui assiste à sa mort, c'est Thésée, parce qu'il dit, c'est toi, roi, toi, qui peux assister à ma mort. Mais effectivement, c'est ce corps qui est rejeté par une ville et accueilli par une autre. Et là, il y a le renversement dont je parlais au début dans le titre du livre. Renversement. Le renversement, l'idée de renversement apparaît très vite dans le film de Pasolini. Là, nous avons le héros qui est là, devant la foule. Il est accueilli par le peuple parce qu'il est libéré. Il libère le peuple du Sphinx. Et là, nous avons quelque chose qui change, la tragédie et le film. Si vous voyez bien, il n'y a pas d'énigme dans le film. Oedipe, il pousse le Sphinx dans un abîme. Dans la tragédie, le Sphinx pose la question. Qui est cet être qui marche d'abord sur 4 pieds, après sur 2 pieds et après sur 3 pieds? Et cette question est résolue par Oedipe, qui en fait n'arrive à rien résoudre, parce qu'au contraire, il se plonge vraiment dans la vie. Pasolini refuse l'idée d'énigme, et il le dit. Mais il le dit où? Il le dit dans une autre pièce qu'il a écrite, une pièce théâtrale, qui s'intitule Affabulation. Dans cette pièce théâtrale, il fait parler l'ombre de Sophocle. C'est un personnage, il s'appelle l'ombre de Sophocle. Et l'ombre de Sophocle dit, le personnage peut résoudre des énigmes, mais ne peut pas comprendre le mystère. Donc il y a une opposition entre énigme et mystère. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis en vie? Pourquoi je dois tuer mon père et faire l'amour avec ma mère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà, ça c'est le mystère qu'Oedipe il ne pourra pas résoudre. Et aucun de nous ne peut résoudre ce mystère. Nous sommes un mystère à part entière. C'est ça que nous dit Oedipe. Nous, vous, nous tous, nous sommes un mystère. Et alors acceptez le mystère, mais l'énigme c'est un jeu d'enfant. Deviner, résoudre une énigme, ce n'est pas ça l'important pour Pasolini. Et là, il change quelque chose de Sophocle. Et il se permet donc de changer la tragédie dans le film, et il explique après, dans une autre pièce, Affabulation. Vous voyez comme tout, c'est comme les morceaux d'un puzzle. Vous devez le mettre ensemble pour comprendre le film. Dans un premier temps, Oedipe est proclamé roi. Il a libéré le peuple du malheur, comme vous le savez. Sophocle, ensemble avec Pasolini, illustre la juste souveraineté. Le roi doit penser au bien commun. Lorsqu'il est impur, il doit quitter le pouvoir et la ville. Il devient apolis. Apolis, c'est-à-dire, nous avons un mot en italien, apolide, celui qui est sans patrie. Apatride, si on peut le traduire. Apolis. Oedipe met une enquête policière, on dirait, une investigation, afin de libérer le peuple du mal. Il le dit dans le film, si vous vous rappelez bien, moi, je le fais pas pour moi seulement, mais surtout pour le peuple, pour libérer la ville de Thèbes de l'épidémie, de l'absence de fécondité, l'absence de vie. Et c'est très bien. Alors, voilà, nous touchons un autre sujet que vous avez sûrement déjà abordé, mais nous allons encore l'approfondir. Qu'est-ce qui est impur pour Oedipe et pour la ville, et pour les Grecs? Donc, Oedipe, il veut fuir son destin. Mais
revenons à cette idée d'impureté, impureté d'Œdipe. Édipe n'est pas pur parce qu'il a brisé des interdits. Il a transgressé 2 interdits très importants, ne pas tuer et l'inceste, ne pas faire l'amour avec la mère. Alors, il y a ces 2 interdits qui sont à la base du vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si on commence à s'entretuer. Il y a beaucoup d'interdits pour qu'on puisse vivre ensemble. La pièce de Sophocle et le film de Pasolini nous parlent aussi des règles fondamentales pour vivre ensemble. Ça, c'est une chose, une base. Après, on reviendra sur cette idée de impur, la souillure qui doit être expulsée de la ville. Il veut fuir son destin. Il part de sa ville, comme vous savez, il arrive à Thèbes, mais est-ce qu'on peut échapper à son destin? Si vous pensez bien, le père d'Édipe, Laios, il a voulu échapper à son destin en mettant Édipe, en faisant tuer Édipe, mais Édipe, il a survécu. Édipe, il va fuir son destin en partant de la ville où il a été élevé, de Corinthe, mais en fait, il retrouve son destin. Donc, Sophocle nous dit, on ne peut pas échapper à son destin. Mais à la fin de la pièce, vers la fin, il nous met une phrase qui nous fait comprendre quel est le rapport qu'on peut avoir avec notre destinée. Et alors, Jean-Pierre Vernant, il s'amuse bien en disant, vous voyez bien, Édipe n'a pas du tout le complexe d'Édipe. En fait, quand il fait l'amour avec Jocaste, il ne sait pas du tout quelle est sa mère, et en plus, c'est même pas lui qui l'a choisi. C'est le peuple qui lui a donné Jocaste comme femme, parce qu'il a résolu le problème de l'énigme. Donc, ce n'est pas lui qui a voulu aller vers sa mère, au contraire. Il a essayé de s'éloigner de Mérope, qui était quand même sa mère adoptive. Oedipe n'a pas le complexe d'Oedipe. Jean-Pierre Vernant et Vidal-Naquet sont un peu en colère contre Freud, qui a un peu trop simplifié les choses. Surtout quand on touche l'idée du mythe et de la tragédie, ça, comment dire, ils ont fait l'impasse sur les conditions historiques, anthropologiques et sur l'idée du mythe dans la Grèce ancienne. Édipe est un innocent pour Pasolini. Dans quel sens innocent? C'est-à-dire n'est pas un intellectuel tout d'abord. Franco Citti, il vient des banlieues les plus pauvres de la ville de Rome. Ils ont passé des journées avec Pasolini à jouer à un jeu avec les doigts. Comment s'appelle ce jeu? C'est la morra. C'est un jeu qu'on fait vraiment dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Bref, Pasolini a connu Franco Citti et son frère Sergio Citti dans les banlieues que lui-même il habitait parce qu'il était très pauvre au début quand il est arrivé à Rome dans les années 50. Mais il a trouvé chez Franco Citti un acteur naturel, on pourrait dire. Ce n'est pas un acteur qui vient de l'académie, c'est un acteur naturel. Il a traduit son rôle d'Édipe de manière fabuleuse et il fait la force de ce film. Ce n'est pas un acteur académique, c'est tout à fait, c'est un acteur qui garde en lui cette force presque animale, on va dire, cette force vitale du héros grec, puisque Pasolini voulait repousser l'histoire d'Oedipe dans une sorte de préhistoire. C'est pour ça que vous avez des habits qui sont inspirés des habits des hommes de la préhistoire. Et des musiques très anciennes aussi. Alors voilà, vous voulez replacer le mythe d'Oedipe, tout en restant fidèle pour une bonne partie à la tragédie de Sophocle, mais il a voulu voir la préhistoire, on pourrait dire, de la tragédie. Ce qui, a inspiré Sophocle. Alors, revenons à l'idée de la transgression, qui est très importante, que vous avez pu voir dans la pièce et dans le film. Ne pas tuer, ne pas commettre d'inceste, c'est les règles de base. Pasolini est fasciné par une idée, une parole qui suscite en lui quelque chose d'extraordinaire, c'est le mot barbarie. Qu'est-ce que la barbarie?
On le voit dans le film Porcherie, on le voit même dans Médée. Dans Porcherie, il y a même des scènes de cannibalisme. Pasolini est attiré par la frontière, on pourrait dire, entre la civilisation et la barbarie. Quand est-ce qu'une société peut se dire civile et quand est-ce qu'une société peut se dire barbare? Et alors il explore avec ses films toujours cette frontière qui est là, qui parfois elle n'est pas très très nette, hein, parce que quand on prend le journal, on voit il y a un papa qui a tué ou il y a quelqu'un qui a tué son frère. Bon, la barbarie revient tout le temps. Mais la société civile essaie de l'expulser, la barbarie, sinon on ne pourrait pas vivre ensemble. Alors, effectivement, Édipe devient, en transgressant l'interdit par excellence, l'inceste, il met en discussion, il met en crise toutes les valeurs sur lesquelles se fonde la vie commune. On a dit, nous pouvons être ensemble parce que nous ne tuons pas, nous ne faisons pas d'inceste, c'est des règles de base de la société, de la collectivité. Alors il devient quelque chose une souillure qu'il faut expulser de la ville, autrement la ville est contaminée. L'idée de contamination, très importante. Et alors, Sophocle, et ça a même étonné la critique, dans la tragédie, vous pouvez repérer les mots de Sophocle quand il dit « séparer ». Il faut séparer la mère du fils. Il faut séparer le pur de l'impur. Tous ces mots de Sophocle que vous pouvez repérer dans la tragédie, où il y a l'idée de séparation. Parce qu'avec la séparation, on peut avoir une vie commune, une vie collective, en collectivité. Alors, l'autre image qui est vraiment fondamentale pour Pasolini, c'est le désert. Pourquoi le héros est filmé dans le désert? Vous savez où il a été tourné, Édipe Roi? Au Maroc. Une partie a été tournée au Maroc, à Ouarzazate, à Zagora. Pasolini est très content d'avoir pu tourner à l'extérieur, donc au Maroc, dans le désert. Pourquoi le désert? Pasolini l'explique ce qu'est le désert, mais dans une autre œuvre, dans Théorème. Dans Théorème, film et œuvre littéraire, disons ensuite, dans Théorème, il explique que le désert, c'est le lieu de l'anomie. Anomie, anomos, l'absence de loi. C'est le lieu de l'absence de loi, le lieu de l'anomie. C'est le lieu où tout est possible. Parce que, il n'y a personne, je peux faire ce que je veux, personne ne me voit, je peux tuer, je peux transgresser tous les interdits. Édipe, qui traverse les zones désertiques du Maroc, effectivement, commet son crime dans un endroit désertique. Donc, il est en plein dans un territoire qui est une zone de non-loi, l'anomie. Et en plus, vous rappelez-vous ce qu'on a dit, Édipe le tyran, le titre de Sophocle, Oedipus Tyrannus. C'est le tyran. Le tyran n'est pas soumis aux lois humaines. C'est celui qui ne rend pas compte, en fait, qui ne peut pas respecter la loi, peut ne pas respecter la loi. Alors, dans le désert, il tue. Et vous avez vu la scène filmée. Alors, un autre metteur en scène dirait, mais Pasolini, t'es fou, tu filmes à contre-jour, regarde, on ne voit rien. On a même des reflets de la caméra ici, de la lumière qui rentre dans la caméra. Mais en fait, il tue, et Pasolini veut nous montrer cette force du soleil qui est éblouissante. Nous-mêmes, nous sommes comédies, que nous sommes éblouis. Il nous brouille la vue. Combien de fois dans le film, il y a des scènes où il nous brouille la vue? Et là, de nombreuses fois, effectivement. Et vous pouvez même faire une lecture, qu'on ne fera pas aujourd'hui, sur le regard. Le regard dans toute la thématique du regard, une poétique du regard qui est dans le film et qui est vraiment extraordinaire. Mais on ne peut pas tout faire aujourd'hui, vous le ferez vous-même, peut-être individuellement aussi. Alors, dans le désert, tout est possible. C'est le lieu où il n'y a pas de loi, de l'absence de loi. Et qu'est-ce qu'il fait l'assassin Oedipe?
après avoir tué un membre de l'escorte, il se jette par terre. Vous vous rappelez la scène du début, là où le petit enfant, même quand il est trouvé par le berger, il est par terre, il touche la terre, et à côté de l'enfant, si vous vous rappelez bien, il y a même un serpent. Il y a la scène, ça se voit très rapidement. Et le serpent, dans la mythologie ancienne, c'est celui qui mange la terre, c'est celui qui a un direct contact avec la terre, et les déesses de la fécondité tiennent les serpents dans les mains dans la Grèce ancienne et préclassique. C'est-à-dire le serpent, c'est un symbole de fécondité de la terre. Toujours Édipe a rapport avec la terre et à sa fécondité. Et tout cela, on le saura. Mais quand on le saura? Avec Édipe à Colonne. Il féconde la terre en mourant dans une terre, il la rend prospère. C'est ce que dit l'oracle. Il a en face de lui son père, il ne le sait pas, il tuera Laios. Vous voyez bien comment ça, les caractères de la souveraineté, il a ce symbole donc de la couronne, et il est très fier, très digne, mais il a quand même invectivé une personne qui est là, qui lui barre la route, et donc Édipe réagit à la provocation de Laios. Il le tue. Le désert, donc, je vous invite à chercher, à trouver les significations du désert, qui, comme beaucoup de symboles, ont toujours des sens différents, légèrement différents, dans Théorème, dans Porcherie et dans Médée. Dans Médée aussi. Alors, Édipe, c'est le héros du renversement, on l'a dit déjà, et il nous porte encore un message, Pasolini, tout comme Sophocle. Nous sommes soumis à la souffrance et à la joie. Ces deux aspects de notre vie humaine sont toujours présents. Il n'y a pas de souffrance sans joie. Il ne peut pas y avoir une vie parfaite, une vie où tout se passe bien. C'est ça que nous dit aussi Oedipe de Pasolini et Oedipe de Sophocle. C'est une signification très importante, un sens très important. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que Pasolini lui-même, il dit, allez, je joue le grand prêtre. Je vais jouer le prêtre qui parle au tout début de la pièce de Sophocle. Et on va écouter. Alors Pasolini est doublé, vous imaginez, vous entendre une voix en italien qui a un accent dialectal, parce que Pasolini adorait les différences régionales italiennes. Chaque dialecte a son droit d'existence. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va contre l'académie qui veut que chaque acteur a une prononciation parfaite et sans accent. Et bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des gens qui ont un accent régional et les fait doubler les acteurs. Donc c'est un parti pris très intéressant pour comprendre l'histoire de l'Italie aussi. Se noi, questi figlioli e io, siamo qui a pregarti accanto al tuo focolare, non è certo perché ti giudichiamo come un Dio. Non sei stato tu appena giunto in questa città che ci hai liberato dall'incubo della Sfinge. E tu quest'opera non l'hai compiuta perché sapessi più di noi, ma come dicono tutti con l'aiuto di un Dio. E perciò Edipo, nostro re, noi tutti ti scongiuriamo in ginocchio. Trovaci un rimedio, non importa quale, sia che te lo suggerisca un Dio o un uomo come noi. Tu che sei il migliore di tutti noi, ridacci un'altra volta la vita. Fa che non rimanga in noi vivo il ricordo del tuo regno, per essere stati sollevati prima e poi di nuovo ricaduti. Il répète la phrase de Sophocle, donc vous ne laissez pas des souvenirs qui ont marqué la population, et donc si vous nous avez soulevés et vous avez libéré du sphinx, mais vous pouvez aussi redresser. Il y a ces verbes de mouvement, chute et redressement. Et donc l'idée du renversement dont on a parlé tout à l'heure, vous l'avez d'emblée au tout début de la pièce de Sophocle. Ce qui a chuté doit être redressé. Pourquoi Pasolini se met les habits du prêtre? Parce qu'il a expliqué. Il a dit, parce que je suis
un auteur comme Sophocle. Je suis poète comme Sophocle. Et c'est bien que ce soit moi à mettre les habits et à prononcer la première phrase de Sophocle dans le film. Donc il tenait à cette proximité poétique, je dirais même, avec Sophocle. C'est très important. Alors, nous avons, donc, nous arrivons, il joue les premiers vers de Sophocle, redresse notre ville, toi, le meilleur des humains, le meilleur des humains. Ce pays t'appelle ton sauveur. Nous avons le terme grec, le sauveur. Pour l'ardeur de servir que tu lui montras la guerre, ne va pas maintenant lui laisser de ton règne ce triste souvenir qu'après notre relèvement, il aura ensuite marqué notre chute. Redresse, chute, redresse cette ville. Les effets poétiques, les effets même rhétoriques, on pourrait dire, de Sophocle, dans sa pièce, c'est de mettre ensemble ces mouvements de redressement et de chute, qui concernent non seulement la ville, mais qui concernent la destinée de chacun de nous. C'est ça la signification profonde, une des significations profondes du film et de la pièce de Sophocle. Édipe à Colonne. Édipe à Colonne, Oedipus. Alors, c'est donc quand je ne suis plus rien que je deviens vraiment un homme. Nous avons l'épilogue du film, lorsque Franco Citti, l'acteur choisi par Pasolini, qui ne voit plus, donc un Oedipe du temps présent. Pourquoi, à votre avis, Pasolini a ramené Oedipe dans le temps présent? Est-ce que quelqu'un de vous a une idée sur ce choix qu'a fait Pasolini? Parce qu'il a dit que c'était un film un peu autobiographique, donc il voulait rapprocher ça de lui. Alors, c'est la première explication qu'il nous donne. Mais il ne faut... Oui. Ce qu'on a vu, c'est qu'il montrait deux visages de la société. Donc, je pense que le film qu'on voit là, il est entouré par des touristes, des gens aux vies aisées. Aussi, il tenait déjà à ce que ces figurants, enfin, ce que ces gens filmés en tout cas portent des lunettes de soleil, pour se rappeler un peu style de la vue. Et puis après, il filme des personnes qui sortent d'une usine et qui travaillent autour d'une usine. Et Pasolini disait qu'il aimait bien ce côté de la société-là, pas forcément aisé, un petit peu plus bas que la moyenne. Je trouve d'ailleurs que ça rappelle justement un peu ce qu'on a dit sur Franco Citti, c'est-à-dire que lui aussi justement ne vient pas des quartiers aisés. Donc il y a cette idée de rapport à la société actuelle et un rapport à l'autobiographie. Donc, et c'est vrai qu'il y a toutes les deux idées que vous avez exposées là, me paraissent convenir effectivement à l'œuvre de Pasolini, mais nous pouvons creuser encore plus le sens de cette œuvre. Et alors, la première explication que nous donne Pasolini, c'est un ouvrage autobiographique parce qu'il aime sa mère. Quand il était sur le point de mourir, il y avait des témoins qui ont dit quelqu'un a crié « Mam » et qui habitait à côté dans des baraques. Et ils ont dit, on a entendu crier « Mam ». Il était très 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 lié à sa mère, c'est vrai, mais son Oedipe roi, comme toutes les grandes œuvres des réalisateurs et des dramaturges, vont bien bien au-delà de l'interprétation qu'en donne l'auteur. Ne vous arrêtez jamais à l'interprétation que vous donne un auteur, qui peut même restreindre le champ d'interprétation. Donc nous allons au-delà. Pasolini ouvre complètement le champ sur ses études anthropologiques. Il veut, comme tout à l'heure on a vu, un Oedipe qui féconde la terre est lié aussi au rite, au rituel agraire aussi, de paysan, et il est lié aussi à toute une idée de société, une société civile qui veut se débarrasser de la violence. Mais il y a aussi la loi des dieux et la loi des humains. Donc, nous pouvons faire un ordre là-dessus. Alors, Ot Uk et Tini, Tini Kaftan Ar Im Anir. Anir, ça veut dire
un homme. Un homme, pas anthropos, la personne, mais un homme, au sens même viril, âne. C'est donc quand je ne suis plus rien que je deviens vraiment un homme. On peut relier ce vers, le vers 393 de la tragédie Édipe Apollone, au vers prononcé par Pasolini au tout début du film, au tout début de la tragédie de Sophocle. Le redressement et la chute. Je ne suis plus rien et je deviens un homme. C'est comme il faudrait que je fasse un dessin d'un cercle où je mets au-dessus, donc je mets le Édipe roi, mais après il y a une chute, il y a l'innocence est brisée parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a fait vraiment. Il y a une chute, Édipe Apollone, quelqu'un qui est un pauvre vieux aveugle qui est accompagné par Antigone, vous le savez, dans la pièce, et par Angelo, le messager, dans le film. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cercle, mais je n'ai pas fini de tracer l'autre hémicycle. En fait, le Édipe Apollone, c'est un pauvre vieux, mais les dieux, la loi des dieux est différente de la loi des humains. C'est ce vieux qui est là, aveugle, et qui est rejeté par la société. Il va devenir la clé pour la prospérité d'une ville et du pouvoir qui va l'accueillir. Donc vous voyez comment la loi des dieux s'oppose à la loi des hommes. Tout le monde dirait, oh le pauvre vieux là, qu'est-ce qu'il fait? Il est malheureux, il est aveugle, il a tout perdu. Ça c'est notre point de vue d'humain. Mais dans l'œil de Dieu, des dieux, cet Édipe qui est là, eh bien, il va devenir la source de la prospérité. Donc il y a chez Sophocle, et c'est là la clé de la tragédie grecque, c'est que la tragédie grecque explore cette frontière entre la vie des humains, la loi des humains et la loi divine. C'est là que tout se joue. Et c'est pour ça que entre le 6e et le 5e siècle, nous avons eu un exploit de la tragédie ancienne, parce qu'elle a su mettre en scène les contradictions d'une époque. C'est ça que veut faire Pasolini. Il veut s'inspirer de ces modèles anciens pour mettre en scène les contradictions de notre époque. Alors, voilà pourquoi on a le film, les scènes de l'usine, par exemple, les scènes sur la Piazza Maggiore de Bologne. La clé mythique, le langage du mythe sert à Pasolini pour parler de nous, pour parler de notre société. Alors que les journalistes de l'époque ont dit, ça y est, Pasolini, il a fini avec la politique, il s'évade dans le mythe. Il n'y a rien de plus faux. Avec Médée, avec Édipe roi, et avec les notes pour une Orestie africaine, Pasolini est au cœur de notre réalité politique, mais il traduit ce qu'il veut dire dans le langage mythique. Donc c'est à nous de le décoder, c'est à nous de le comprendre. Alors le chemin initiatique, c'est tout un chemin pour arriver à faire transformer la souillure, parce que Édipe est considéré comme une souillure pour la ville. Cette souillure est transformée presque de manière magique, on pourrait dire, est transformée en quelque chose de bénéfique. C'est ça le chemin initiatique d'Édipe. On le voit beaucoup marcher, donc encore les pieds enflés. Mais dans l'épilogue, qui est filmé à Bologne, il marche, un aveugle, il joue de la flûte, accompagné de Angelo. Angelos, en grec, c'est le messager. Le même acteur qui jouait le messager à Thèbes. C'est un héros en marche qui doit passer donc par l'anantissement, par le sacrifice de son corps, pour être purifié, pour devenir la fécondité du royaume où il meurt. Pasolini ne pouvait pas en rester là, ne pouvait pas rester à Édipe roi. Il devait raconter aussi Édipe Apollone, parce que c'est là qu'on a un vrai dénouement de la tragédie et une véritable transformation positive d'Édipe. La vision humaine, vision encore une fois, n'est pas la vision des dieux. Et alors, il y a une phrase que Pasolini ne comprend pas. Il dit, j'ai mis une phrase dans le film de Sophocle, je la mets parce que je dois la mettre, mais sincèrement, je lui dis, je ne la comprends pas, dit Pasolini. C'est ça la phrase. À présent, tout est clair, voulu, non imposé par le destin.
il y a quelque chose qui lui fait problème. Pourquoi Sophocle écrit cette phrase mystérieuse? Clair, quand il s'aveugle, Oedipe il dit, justement il est aveugle, il ne voit plus rien, il dit tout est clair. Là encore, on joue sur les contraires. Voulu, non imposé. Parce qu'enfin, à la fin de la tragédie, il reconnaît son destin. Il reconnaît et accepte son destin. Il accepte pleinement. Il accepte sa mission. Et seulement quand il accepte sa mission, il peut refaire surface, il peut se redresser. C'est dramatique, mais c'est comme ça. C'est Oedipe qui... Et Sophocle, je crois, c'est une hypothèse d'interprétation, c'est pas la vérité, mais on pourrait imaginer que cette phrase qui n'est pas claire pour Pasolini, si on peut aller plus loin et faire une hypothèse d'interprétation, dans cette phrase de Sophocle, il y a l'acceptation du destin et il ne veut plus fuir. Il ne veut pas dire non, je vais m'éloigner. Non, il accepte son destin, il accepte le fait d'être impur et de s'éloigner, mais après, il devient quelqu'un qui est encore une fois au-dessus des lois humaines, parce qu'il peut féconder la terre dans laquelle il meurt. Le cœur, alors il y a une fonction très importante du cœur, et dans le film, et dans la tragédie. Dans le film, Pasolini a pensé à la musique japonaise ancienne, que vous entendez de temps en temps. Il y a parfois cette musique qui marque des moments importants et des tournants dans le film. Regardez, habitant de Thèbes, ma patrie, le voilà, cet Édipe, cet expert en énigmes fameuses, qui était devenu le premier des humains. Personne dans sa vie ne pouvait contempler son destin sans envie. Aujourd'hui, dans quel flot d'effrayante misère est-il précipité? C'est dans ce dernier jour qu'il faut, pour les mortels toujours considérés, gardons-nous d'appeler jamais un homme heureux avant qu'il ait franchi le terme de sa vie, sans avoir subi un chagrin. Encore une fois, la souffrance et la joie, toujours présentes dans la vie d'un être humain. Le rythme, et on a vu avec le film, le rythme... Au tout début, vous avez beaucoup de sons. C'est quoi alors? Vous avez entendu? On a écouté les cigales. Les cigales, qui nous rappellent la Grèce, qui nous rappellent l'Afrique, voilà, la Méditerranée. Et bien, effectivement, il y a toujours un son, un rythme. Pasolini est absolument préoccupé par le fait que son film puisse avoir un rythme. Il travaille beaucoup sur l'idée de rythme. Et effectivement, cette tragédie, ce film est totalement disséminé. On voit des chants, on voit des rythmes, on voit des musiques. Toute la bande sonore est très, très étudiée. Parce que justement, il veut donner cet aspect de la tragédie antique, du rythme. Le rythme des vers, le rythme aussi des danses, et le rythme aussi des scènes joyeuses et des scènes tristes, tragiques. Des personnages heureux à côté de figures tragiques, Ninetto et Oedipe. Les femmes rigolent souvent, vous avez entendu le rire des femmes dans le prologue, ainsi que dans le film avec Jocaste, par exemple, qui joue avec d'autres femmes de la cité. Les musiques, nous avons la musique japonaise, mais aussi nous avons des musiques roumaines. Il a fait des repérages en Roumanie. Pasolini ne se fait pas de problème de mélanger les habits de la préhistoire, la musique japonaise pour un film sur la Grèce. Pour lui, il n'y a pas de problème. Pour les anthropologues, oui. Voilà, c'est un artiste, c'est pas un anthropologue, Pasolini. Et son travail, sa politique est aussi dans le mélange. Alors les cigales, l'idée du rythme qui est dans le film, et il y a aussi le rythme des couleurs, qui est très important.
Alors, il y a Pasolini tourne Édipe en Afrique et il possédait ce livre de Meyer Fortes, Édipe et Giobbe dans une religion de l'Afrique occidentale. Il pense à un Édipe africain. Mais aujourd'hui, il y a des anthropologues et des archéologues qui ont cette idée que la civilisation grecque puise ses racines et ses sources dans l'Afrique, notamment en Égypte. Et il y a aussi des archéologues qui ont trouvé que les Crétois, par exemple, sont arrivés jusqu'au Tassili, dans le désert du Sahara. Donc il y a effectivement des nouvelles hypothèses qui sont très contestées d'ailleurs. Martin Bernard, qui a fait le livre Athènes noires, les racines afro-asiatiques de la civilisation classique, il s'est fait gronder par les anthropologues qui ne supportent pas l'idée que la grande civilisation occidentale puisse venir de l'Afrique. Vous voyez, il y a beaucoup d'idéologies, même dans les études d'anthropologie. Et il y a du racisme aussi dans les études anthropologiques. Et ce pauvre Martin Bernal, il a été la cible d'attaque simplement parce qu'il a écrit 2 gros volumes sur les racines afro-asiatiques de la civilisation classique. Et Pasolini était plutôt, faire un geste comme ça, tourner le film d'Édipe en Afrique, c'est un geste politique très fort. Et ce lien entre la civilisation grecque et l'Afrique, il établit non seulement une fois, mais aussi avec les notes pour une restie africaine. Il ne va pas réaliser le film, mais là, vous allez peut-être voir ce film, ce court-métrage, où il imagine tourner le récit d'Échille en Afrique. Alors, je ne vais pas non plus trop vous embêter, mais bon. Je vais conclure. Donc, il y a cette idée d'hymne à la terre. La terre du Maroc est vraiment mise bien en évidence dans le film. Après, il y a la couleur pure. Il y a des images où il y a vraiment le rouge de la terre, l'ocre rouge de la terre. Et Pasolini a recherché, parce qu'il est peintre lui aussi, il a recherché des images où il y a des couleurs très pures qui ne sont pas dans la vie courante. Si vous regardez par la fenêtre, vous voyez un mélange de couleurs. Eh bien, Pasolini a essayé de créer des images cinématographiques où il y a très peu de matière, très peu de couleurs. L'ocre, le bleu de certains vêtements, c'est un film donc, qui montre un Pasolini déjà réalisateur qui a atteint une certaine maturité, alors qu'avec Accattone, il est au tout début. Mais déjà, quand il tournait à Accattone avec Franco Citti, il avait derrière la tête une idée de Édipe. Couleur pure, élémentaire, vous voyez le vert et l'ocre. Tirésia, on voit le Tirésia, qui voit, même s'il est aveugle, il voit le futur. Il a pensé à Maria Callas pour le rôle de Jocaste. Pourquoi? Parce que Maria Callas, pour Pasolini, il a dit dans un entretien, possède en elle les archétypes dont parle Jung. C'est-à-dire l'archétype de la déesse, de la femme, de la déesse, qui est reliée à la terre et voilà, au rite magique. Il n'a pas pu donc s'adresser à Maria Callas, mais Silvana Mangano a pris le rôle, qui a donné tout un style très particulier à cet énigmatique personnage de Jocaste. Et voilà Jocaste avec Édipe. Alors, pour comprendre encore une fois le film, il faut lire au moins une partie, le manifeste pour le nouveau théâtre de Pasolini, qu'il écrit en 68, il écrit après avoir tourné Édipe. Mais le manifeste pour le nouveau théâtre est capital pour comprendre la relation entre Pasolini et Sophocle. Pourquoi un auteur du XXe siècle doit s'inspirer d'un dramaturge? Parce qu'il doit parler de la société avec les moyens du mythe, à travers le mythe, mais la poésie et la politique sont complètement liées. On lui a demandé à Pasolini de traduire l'Orestie d'Échille pour Gassman. Et c'est là qu'il a vraiment renforcé ce lien avec la tragédie grecque, en traduisant Échille. Et voilà, avec Affabulation, on l'a dit,
désormais, Oedipe nous donne ce message de l'Oedipe pasolinien, que lui-même, c'est un mystère, l'être humain est un mystère, et sa souffrance dérive vraiment de là, du fait d'être déchiré entre l'énigme et le mystère. Aujourd'hui, alors il y a un jeune réalisateur, Stanislas Nordet, qui a mis en scène beaucoup de pièces de Pasolini avec succès. Et le 5 mars 2015, figurez-vous, le jour de l'anniversaire de Pasolini, quand même pour le faire, il a présenté Affabulation dans un théâtre de Lausanne. Et regardez l'ombre de Sophocle. Il a imaginé l'ombre de Sophocle qui parle. Et Stanislas Nordet, qui est lui, il est acteur et auteur de théâtre. Il a dit, j'ai trouvé Pasolini comme un grand frère. Voilà, c'est mon grand frère. J'ai grandi avec lui. Il me donne cette idée de présence, de poids. Lui, il s'expose avec son corps, avec sa voix, avec ses œuvres. Et il donne à moi, en tant qu'acteur et auteur de théâtre, cette idée de poids, de présence, de la voix. Parce que qu'est-ce qu'il cherche un acteur? C'est quand même la recherche sur la voix, sur le fait de porter, de rendre vivante la voix des grands classiques et des grandes œuvres du passé ou du présent. Donc le travail de la voix de l'acteur et le travail du théâtre, Stanislas Nordet l'a développé justement avec Pasolini. C'est pour lui une grande figure qu'il a inspirée aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une actualité du message de Pasolini pour les jeunes qui aujourd'hui font du théâtre. Pour les Merci beaucoup.